À la une de l'actualité ce lundi, la conférence de presse animée ce matin par le chef du gouvernement ivoirien. Conférence sur fond de propositions pour lutter contre la vie chère. Une enveloppe budgétaire d'environ 100 milliards de francs CFA a été dégagée pour freiner la pénurie des denrées de première nécessité. 398 élèves sous-officiers intègrent les rangs de la gendarmerie nationale. Après 4 mois de formation qui leur a permis d'acquérir les rudiments militaires, les nouvelles recrues ont été présentées au drapeau lors d'un cérémonial à l'école de gendarmerie d'Abidjan. La communauté musulmane a débuté aujourd'hui le jeûne du mois de Ramadan. Durant toute la période, les fidèles s'abstiendront de boire et manger et tenteront aussi de se rapprocher d'Allah. Les dispositions spirituelles et physiques pour bien jeûner à suivre dans ce journal. Et puis, l'hécatombe se poursuit en mer Méditerranée. Les victimes en mer se comptent par centaines. Selon l'Organisation pour les migrations internationales, 1000 personnes ont perdu la vie en 12 jours. Chaque jour, des centaines de corps sont retrouvés sur les côtes de la Méditerranée. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ce soir, le grand oral du Premier ministre face à la presse. Daniel Kablan-Duncan a communiqué sur l'action gouvernementale. Il a évoqué 5 axes, dont l'amélioration des conditions de vie des populations et la transformation structurelle de l'économie. Dans cet entretien intitulé « En route vers l'émergence », on retiendra, selon notre reporter, que l'émergence, selon la vision du président de la République, est loin d'être une vue de l'esprit. Un sujet de Thomas Guessambi. 5e rencontre périodique, mais le premier sous le second mandat du président Alassane Ouattara. Cette fois, c'est sous le thème « En route pour l'émergence » que Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement ivoirien, communique sur l'action gouvernementale. Devant des journalistes en ligne de mire, devant des diplomates accrédités et en présence des acteurs de la société civile ivoirienne, Daniel Kablan-Duncan oriente sa communication sur 5 axes majeurs. Entre autres, l'amélioration des conditions de vie des populations, la transformation structurelle de l'économie et l'Ivoirien nouveau. Sur tous ces points, le Premier ministre présente, avec chiffres à l'appui, ce qui a été fait par le gouvernement qu'il a l'honneur de diriger sous la haute autorité du président de la République. L'indice de pauvreté qui est passé de 51% en 2011 à 46,3% en 2015, avec pour résultat plus d'1 million de personnes sorties de pauvreté. La transformation des fèves de cacao qui devrait passer de 30% à 50% d'ici à 2020. Les initiatives en matière d'amélioration de l'environnement des affaires qui ont fait passer le pays du rang de 177e mondial à 142. Le gouvernement poursuit la dynamique en mettant un point d'honneur à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens en créant de la richesse. Le faisant, le Premier ministre appelle les Ivoiriens à croire en l'émergence de la Côte d'Ivoire telle que souhaitée par le président de la République. On ne fait pas la croissance pour la croissance. On fait la croissance pour que les Ivoiriens bénéficient des fruits de la croissance. Ceux qui disent on ne mange pas la croissance se trompent totalement. La croissance, c'est quoi? C'est la création de richesses. Plus vous créez des richesses, plus vous pouvez distribuer. Si vous n'avez pas de richesse, vous pouvez redistribuer. On ne peut pas distribuer la pauvreté. La paix et la stabilité sont essentielles pour le développement d'un pays. Si vous voulez à nouveau avoir l'amélioration des conditions de vie, si vous voulez avoir l'émergence, travaillons ensemble, qui est la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Au moins 2 heures d'échange à bâtons rompus entre le chef du gouvernement, les journalistes et les acteurs de la société civile. C'est donc avec beaucoup de joie partagée que rendez-vous a été pris pour un autre temps de communication sur l'action gouvernementale. L'émergence devra se conjuguer avec la réduction du coût de la vie. Et pour y arriver, entre autres pistes de solutions, le gouvernement prévoit une enveloppe budgétaire d'environ 100 milliards de francs CFA pour venir à bout de la pénurie des denrées alimentaires de première nécessité liées aux effets du changement climatique. L'éclairage de Noël Gnagno. Du panier de la ménagère, désormais qualifié de sachet pour bien illustrer le coût élevé de la vie et l'incapacité des ménages à s'approvisionner en denrées de première nécessité, la situation s'est corsée avec la sécheresse qui a duré 5 mois et son corollaire, la faiblesse de l'offre en denrées alimentaires.
Interpellé à l'occasion de la conférence de presse tenue ce jour, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a souligné avec force détail les dispositions prises par le gouvernement. 53 milliards vont être utilisés donc rapidement dans tout le pays pour faire face aux différentes, disons que manques, à la fois donc effectivement sur la banane, le manioc, tous les produits que vous avez indiqués. Nous allons utiliser davantage, disons que les bas-fonds autour donc des villes. Il y a 5000 hectares qui ont donc été recensés, de manière à ce que nous puissions déjà cette année-ci faire face aux déficits qui ont donc été constatés, mais comme ça a été déjà réfléchi, faire une politique à long terme de production, notamment de produits de contre-saison. Au-delà de ces mesures conjoncturelles, Daniel Kablan-Duncan a indiqué les actions pérennes. L'agriculture ivoirienne doit être de plus en plus mécanisée, doit être de plus en plus irriguée et utiliser davantage d'engrais, de manière à ce qu'elle soit une agriculture donc moderne. Pas extensive, mais intensive. Sur la route de l'émergence, c'est certainement le prix à payer. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette conférence de presse du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, conférence de presse qui vous sera proposée en intégralité demain à 20h50 sur RTI 1. Pour atteindre le développement tant souhaité, l'Afrique doit parvenir à une agriculture qui fédère toutes les énergies, concourant à l'élimination de la faim et à une meilleure rémunération. C'est ce point de vue qu'est allé défendre Mamadou Sangafoua Coulibaly en Italie, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, par ailleurs président de la région Afrique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, intervenait à la 154e session du Conseil de l'institution. Adama Kone. La Côte d'Ivoire à la tribune de la 154e session du Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, à Rome, en Italie. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Coulibaly, avec sa casquette de président de la 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique, est allé porter le message de tout un continent. La conférence a attiré l'attention sur les défis liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment dans les petits États insulaires en développement, et a recommandé que la FAO aide ces États à améliorer la conception et la mise en œuvre de leurs programmes en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et d'agriculture. Mais le ministre Sangafoua Coulibaly ne se limite pas qu'aux vœux. Son intervention est assortie de pistes de réflexion. Nous avons relevé des questions principales, notamment la décentralisation. Nous pensons que c'est pertinent et c'est une question qui fera l'objet de débats au point de vue de l'agenda du Conseil. Ensuite, nous avons parlé du partenariat public-privé qui est à promouvoir au niveau du secteur agricole. Toutes ces dispositions visent essentiellement l'élimination de la faim à l'horizon 2025 par l'intensification durable de la production. Il s'agit en clair de s'aimer les graines d'une agriculture inclusive qui développe la chaîne des valeurs et par conséquent attire davantage de jeunes. Intéressons-nous maintenant à l'indice de pauvreté multidimensionnel, IPM. C'est un nouvel indicateur statistique élaboré par l'Université d'Oxford. Il est utilisé par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, pour examiner le phénomène de la pauvreté dans 3 dimensions, l'éducation, la santé et le niveau de vie. À l'initiative de l'École nationale de statistique et d'économie appliquée, Abidjan vient d'abriter un atelier sur cet outil. La précision de l'enseigne Bakayoko et Adama Kone. Le niveau de vie, la santé et l'éducation. Ces critères contenus dans l'indicateur de développement humain sont aussi ceux qui sont pris en compte par l'indice de pauvreté multidimensionnel. Il se mesure à l'aide d'une dizaine de facteurs. Nombre d'années de scolarité et taux de scolarisation, malnutrition et mortalité infantile, caractéristiques du logement et des sanitaires, accès à l'eau potable et à l'électricité, nature du combustible de cuisson, possession de matériel de transport et de communication. Il est important de pouvoir disposer d'indicateurs, des indicateurs qui sont des mesures qui seront mises à la disposition des politiques pour prendre les mesures adéquates afin de pouvoir donc réduire la pauvreté. Malgré ses limites, le principal mérite de l'indice de pauvreté multidimensionnel est de rappeler que la pauvreté est un phénomène à plusieurs directions. D'autant qu'à la différence des indicateurs monétaires, il permet de savoir
que tous les pauvres ne sont pas pauvres, pour les mêmes raisons. Face à ces nouveaux enjeux, la Côte d'Ivoire entend réagir efficacement. Nous allons encourager nos chercheurs à exploiter toutes les données qu'on a en Côte d'Ivoire pour essayer d'approcher de façon multidimensionnelle la pauvreté. Grâce à une politique de construction des infrastructures de base, la Côte d'Ivoire, depuis 2011, tente de réduire le taux de pauvreté. Les efforts du gouvernement ont permis aujourd'hui d'observer la montée en puissance d'une classe moyenne. Deuxième titre de ce 20h, 398 élèves sous-officiers, dont 18 jeunes filles, intègrent les rangs de la gendarmerie nationale après 4 mois de formation commune de base qui leur a permis évidemment d'acquérir les rudiments militaires. Les nouvelles recrues ont été présentées au drapeau en présence du ministre chargé de la Défense. C'était à l'école de la gendarmerie d'Abidjan, comme nous le montre Abou Sanogo. Il est de coutume dans la tradition militaire que les jeunes citoyens qui ont choisi d'embrasser le métier des armes soient soumis à une formation dite commune de base, période au cours de laquelle leur sont inculquées les notions élémentaires du combattant. C'est à l'issue de celle-ci qu'intervient la présentation au drapeau. Ils sont 398 élèves sous-officiers, dont 18 jeunes filles de première année de la promotion 2015-2017 de l'école de gendarmerie d'Abidjan qui, après 4 mois de soumission à cette règle, intègrent les rangs de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Après le salut aux couleurs et la revue des troupes, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a réaffirmé l'engagement de la gendarmerie nationale à maintenir la sécurité et la paix. Vous êtes maintenant au service de la Côte d'Ivoire et vous devez la défendre partout où besoin sera. Pour cela, vous avez le devoir de vous instruire, d'absorber, d'assimiler et de vous approprier tout ce qui vous est enseigné pour être prêt à servir dès votre sortie de ce beau établissement. Mais soyez rassurés, les gendarmes indignes qui ne méritent pas la confiance de la population de Côte d'Ivoire seront ramenés à l'ordre et à défaut être purement et simplement radiés. Le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï, a engagé la gendarmerie nationale à jouer sa partition dans l'exemplarité. Chers élèves sous-officiers, vous avez été jugés aptes parmi tant d'autres candidats à porter les couleurs nationales pour assurer la sécurité des institutions républicaines, des biens et des personnes. Votre vocation est de veiller à l'exécution des lois et à la défense du drapeau national, même au prix de votre vie. Veillez à ne jamais trahir. Durant 4 mois, ces sous-officiers ont appris le maniement des armes ainsi que les connaissances techniques de base. Ils ont été jugés aptes à l'issue des tests sélectifs. L'avenir de la lutte contre le terrorisme réside dans la lutte contre la radicalisation des jeunes. C'est cette opinion qu'a défendue le ministre de la Jeunesse, Sidi Touré, à la tribune des Nations Unies. Il prenait part à la 70e Assemblée générale de l'institution à New York. Sidi Touré plaide pour que les Nations Unies aident les États dans leur politique d'insertion des jeunes. Sylvie Touré. Ils constituent la proie de prédilection pour les organisations terroristes. Jeunes, leur fougue et leur naïveté sont de plus en plus utilisés dans les projets d'attentats. France, Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, Bruxelles, les auteurs des attentats ont entre 16 et 30 ans. Une situation qui inquiète les Nations Unies. L'institution veut comprendre ce qui pousse les jeunes à l'extrémisme et à la radicalisation. Sidi Touré, ministre de la Jeunesse, portant la voix de la Côte d'Ivoire, a donné quelques pistes. C'était lors de la 70e session de l'Assemblée générale de l'ONU consacrée à la question. Il s'agit spécifiquement de soutenir les projets jeunes en matière de participation au dialogue politique, d'insertion socio-professionnelle, de promotion des valeurs civiques et citoyennes, de réduction des inégalités. En somme, de favoriser les politiques de mise en œuvre de la bonne gouvernance et le développement durable.
Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, entre 2013 et 2014, le trafic de drogue, de tabac et d'armes dans le Sahel a rapporté 1 750 milliards de francs CFA aux trafiquants. Une bonne partie de cette manne est revenue aux terroristes. Un appât presque parfait pour les jeunes en situation sociale difficile. Pour le ministre Sidi Touré, c'est dans la mutualisation des efforts que le monde parviendra au bout du terrorisme. Il espère qu'à l'issue de la rencontre sortira un plan d'action opérationnel de prévention contre le recrutement des jeunes par les organisations terroristes. Retour en Côte d'Ivoire et direction le parc technologique de Grand Bassam qui se renforce. Il enregistre à l'arrivée d'une nouvelle entreprise spécialisée dans la conception, le câblage et le montage d'armoires de distribution électrique ainsi que la formation des agents en charge de l'entretien. Il s'agit de la société de câblage de tableaux électriques SCTE. Elle a été inaugurée ce matin au village des technologies de l'information et de la biotechnologie VITIB de Grand Bassam. Le point de Mamadou Kouassi. Une armoire de distribution électrique de dernière génération destinée à une entreprise libérienne. Un outil pour assurer la sécurité électrique des installations de cette entreprise. L'armoire est sortie d'une entreprise nouvellement installée sur le parc technologique de Grand Bassam. Cette nouvelle structure porte le nom des entreprises du VITIB A28. Elle est spécialisée dans la conception, le câblage et le montage d'armoires de distribution électrique ainsi que la formation des agents chargés de l'entretien. Tout ceci pour 20 emplois directs. Les armoires servent à commander plusieurs périphériques ou disons les moteurs électriques, tout un tas de choses qui peuvent servir, qui ont besoin d'énergie, voilà, et qui sont contrôlées par les armoires électriques que l'on fabrique ici. Le président du conseil d'administration de VITIB, village des technologies de l'information et de la biotechnologie, se félicite de l'arrivée de cette nouvelle entreprise. Il rassure les opérateurs économiques des dispositions prises par le gouvernement pour faciliter leurs activités. Aujourd'hui, on a créé un certain nombre d'entreprises qui sont performantes pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région. Nous comptons évidemment que d'autres entreprises viennent nous rejoindre. Au niveau de la biotechnologie, nous avons déjà créé une entreprise pharmaceutique. Une autre frappe à la porte. Et puis il y a une troisième qui également arrive. Le directeur général du VITIB a profité de l'occasion de l'ouverture de cette nouvelle entreprise pour présenter les opportunités qu'offre sa structure. Nous sommes en train d'aménager 180 hectares, donc le début de ce chantier-là constitue un gage de sérieux. Maintenant, il faut bien sûr citer le régime fiscal de la zone franche lui-même, qui lui aussi est une émanation de la vision de l'État de Côte d'Ivoire, de faire en plus d'un parc technologique une zone franche. Des dispositions saluées par l'ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire. Il souhaite renforcer davantage les relations de la Côte d'Ivoire et son pays. La société de câblage de tableaux électriques, filiale d'une firme internationale belge. Une entreprise qui veut faire de la Côte d'Ivoire le hub d'un marché sous-régional, car il compte conquérir l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest à partir de la ville de Grand Bassam. Rendons-nous maintenant dans la capitale politique, Yamoussoukro, où s'est tenu un séminaire d'identification des mesures de prévention de la corruption et des infractions assimilées. D'importantes recommandations ont sanctionné la rencontre organisée par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance avec l'appui financier du don de gouvernance et de développement institutionnel. On fait le point avec Kouadio Kwame. Le séminaire a pour objet l'identification des mesures spécifiques de réformes permettant l'application effective des articles 11 à 26 de l'ordonnance numéro 2013-660 du 20 septembre 2013. Une ordonnance qui renferme des insuffisances constituant ainsi une entrave à son application. Après examen des problématiques, il a été recommandé par le séminaire. Les partis politiques ou groupements politiques doivent déclarer leurs dons et legs dans les 3 mois qui suivent la réception à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La vérification des budgets de campagne des élections présidentielles et législatives par le Conseil constitutionnel et la vérification des budgets de campagne des élections locales par la Cour suprême. Faire obligation aux institutions de la République de mettre à la disposition des médias des documents d'intérêt public, publier régulièrement les informations relatives à la dette intérieure et extérieure. Les points de satisfaction des participants au thème de la session. Faire en sorte que ces dispositifs soient appliqués de façon rigoureuse, appliqués de façon complète, de façon à ce que dans chaque secteur d'activité, la bonne gouvernance soit la chose la mieux partagée. Tous les aspects liés aux vertus, aux valeurs à promouvoir à travers le code de déontologie.
Pour les responsables de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, notre pays dispose désormais de propositions de référence dans lesquelles doivent s'insérer les initiatives et actions destinées à soutenir la lutte contre la corruption. 12 pays africains s'engagent à promouvoir les langues nationales dans leur système éducatif. Les pays membres ont signé un mémorandum de partenariat relatif à la mise en œuvre de la phase 2 de l'initiative Élan, un projet qui vise la promotion de l'enseignement bilingue au primaire. Grace Kando. 12 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, s'engagent à promouvoir le multilinguisme dans leur système éducatif. Pour la mise en œuvre de ce programme, les points focaux de ces pays, des experts de l'OIF et Élan Afrique, se sont réunis à Abidjan pour définir une feuille de route 2016-2018. L'introduction des langues nationales dans l'éducation de base est donc une initiative lumineuse dont je me félicite vivement. Nous sommes heureux de pouvoir agir dans un cadre collaboratif plus structuré afin d'affiner notre démarche. Nous comptons tirer plein profit de cette expérience. Œuvrer à la rénovation de l'école africaine et lui assurer un avenir meilleur. Une vision à laquelle adhère la direction de la langue française, de la culture et des diversités. La langue, c'est une des plus belles fleurs de la culture. Donc nous pensons que cette expérience de la Côte d'Ivoire sera bénéfique aux autres pays qui viennent d'adhérer, mais aussi qui ont expérimenté la première phase. En tout cas, la mise en réseau, c'est pour nous le renforcement et les échanges d'expériences. Et pour ça, on est content qu'il y ait quelque chose déjà en Côte d'Ivoire. L'ONG Savane et Développement a expérimenté cette approche dans les écoles du département de Kolia, au nord de la Côte d'Ivoire. Au regard des résultats probants, le ministère de l'Éducation nationale s'est approprié le projet avec l'initiative nationale intégrée. Aujourd'hui, l'enseignement bilingue est une réalité dans 36 écoles primaires avec 11 langues enseignées. Les femmes agents du district autonome d'Abidjan viennent d'être outillées pour mieux gérer le budget familial et participer aux prises de décision. Le gouverneur du district et le ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant veulent ainsi les rendre plus autonomes, nous dit Franck Quadio. Comment amener les femmes, agents du district autonome d'Abidjan, à être autonomes au plan financier, à prendre en charge leur famille et être impliquées dans les prises de décision? Principale préoccupation de ce panel impliquant les responsables du district autonome d'Abidjan et le ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Le gouverneur du district Remambé a dans son adresse exhorté les agents à s'approprier le concept de l'ivoirien nouveau. Il prend aussi l'engagement de placer la promotion de la femme au centre des grands chantiers de sa politique de développement humain. Pour la représentante de la marraine Euphrasie Yao, ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, la promotion de la femme est un combat perpétuel qui doit être mené d'abord par les femmes elles-mêmes. Elle rassure donc les femmes employées du district d'Abidjan de l'accompagnement institutionnel de son ministère pour la mise en œuvre des résolutions de cette rencontre. Notons que le district autonome d'Abidjan compte près de 500 femmes employées, ce qui constitue environ 30% de l'effectif. Dans l'actualité religieuse, la communauté musulmane a débuté aujourd'hui le jeûne du mois de Ramadan. Durant toute la période, les fidèles s'abstiendront de boire et manger et tenteront aussi de se rapprocher d'Allah. Les dispositions spirituelles et physiques pour bien jeûner à suivre dans ce sujet de Barakissa Bamba et Grace Kando. Le mois de Ramadan correspond au 9e mois du calendrier lunaire musulman. En islam, c'est le meilleur mois en mérite et en bénédiction. Pendant 29 ou 30 jours, les fidèles ont obligation d'observer le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais avant ce moment de recueillement et de spiritualité, des dispositions s'imposent. Avant de préparer l'organisme, il faut préparer le mental. Donc, à travers cette préparation d'abord mentale, de pouvoir accepter et d'accueillir avec joie et ferveur le mois de Ramadan qui est en train d'arriver. Déjà, cette préparation mentale va nous préparer physiquement. Le jeûne en ce mois est obligatoire pour tout musulman. Tout musulman pubère, possédant ses facultés de réflexion,
et qui est stable, qui n'a pas effectué un voyage et qui est physiquement bien portant, qui n'est pas malade, et une femme également exceptionnellement qui n'est pas dans l'état de menstru et qui n'est pas aussi dans une situation de louchie. Donc tout musulman dans ce contexte est obligé de jeûner dans le mois de Ramadan. L'enfant peut jeûner si ça n'a pas d'impact négatif sur le physique de l'enfant, alors l'enfant peut jeûner. C'est de bonne guerre pour les parents et l'enfant qui s'habituent déjà à une spiritualité. Le mois de Ramadan ne rime pas seulement avec abstention de boire et de manger, c'est surtout une école de vie. Il faut situer le Ramadan dans un cadre spirituel, pas dans un cadre alimentaire. Parce que quand on situe le Ramadan, le jeûne du Ramadan plutôt dans un cadre alimentaire, on va faire simplement un régime. C'est l'abstinence de tout ce qui est éducationnel, ne pas faire tout ce qui est contraire à la moralité. Un mois de jeûne, cela favorise la purification de l'âme, l'affinement des mœurs, mais surtout rapproche le fidèle de Dieu. En politique, le président du Rassemblement des enseignants républicains est allé à la rencontre de ses sympathisants d'Odiéné et de Touba. Il a été question du référendum et les législatives à venir. Le président du RER les a sensibilisés sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de toiletter sa constitution en vue de se débarrasser de ces articles confligènes. Abou Sanogo. Cette année encore, les Ivoiriens retourneront aux urnes. D'abord voter pour ou contre un référendum constitutionnel. Ensuite, renouveler le Parlement ivoirien sans compter les autres challenges locaux. Ces scrutins, le RER, le Rassemblement des enseignants républicains, en fait un enjeu majeur. Son président Abdoulaye Kouyaté était récemment à Touba, ensuite à Odiéné pour justement sensibiliser sur ces scrutins annoncés pour décembre 2016. C'est vous qui devez expliquer aux parents ce que c'est que le référendum. C'est vous qui devez poursuivre votre tâche de formation à l'utilisation des bulletins publics. Révision constitutionnelle, législative, municipale prochaine, des batailles que les enseignants républicains veulent remporter pour le compte de leur parti, le RDR. À Odiéné, tout comme à Touba, Abdoulaye Kouyaté a eu le soutien des élus et cadres locaux. Chacun au plan local s'est engagé à enfourcher sa monture à cette fin utile. Pour donner davantage de vigueur à son combat, le secrétaire par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, a dépêché aux côtés du président du RER son directeur de cabinet, Lassina Diabati, qui lui a appelé à l'union sacrée, force de tout combat. Dans ces deux régions, Odiéné et Touba, Abdoulaye Kouyaté en a profité pour étendre son mouvement. 24 sections et 10 coordonnateurs régionaux RER ont été investis. Parlons maintenant de la crise migratoire. Les victimes en mer se comptent par centaines. Selon l'Organisation pour les migrations internationales, 1000 personnes ont perdu la vie en 12 jours. Chaque jour, des centaines de corps sont retrouvés sur les côtes de la Méditerranée. Herman Guivet. Hécatombe, tragédie, crise migratoire, les mots semblent faibles pour qualifier ce malheur qui frappe l'humanité. Une catastrophe humanitaire qui semble avoir trouvé une place de second dans les pages de l'actualité internationale, tant le phénomène s'est installé dans la monotonie. 1000 morts en 12 jours, la Méditerranée se serait-elle transformée en un cimetière aquatique, un cimetière où viendraient mourir des porteurs d'illusions, candidats au bonheur, un bonheur qui en réalité ne sera jamais atteint, car passé le flot et les vents tumultueux de la mer, il faudra encore aux migrants en découdre avec les chiens policiers et les murailles de barbelés fièrement dressées de l'autre côté. Selon des rapports de l'Organisation pour les migrations internationales, en 12 jours, du 19 mai au 1er juin, plus de 1000 personnes ont perdu la vie ou ont été portées disparues. Plus alarmant, toujours selon ces rapports, rien n'indique que la tendance s'inversera de sitôt. Des traversées de plus en plus risquées, des centaines de vies chaque jour emportées dans le bleu de la mer. Comment résoudre cet épineux problème ? Les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent. Aucune réponse concrète ne pointe à l'horizon. Le silence serait-il devenu la réponse à cette question ? L'actualité à l'étranger, c'est aussi ce charnier contenant des centaines de corps qui a été découvert près de la ville irakienne de Fallujah au cours d'une opération de déminage. La fosse commune contient environ 400 corps de militaires. Il y a aussi quelques civils. Des précisions faites par un colonel de la police de la province d'Al-Anbar.
Selon le militaire, la plupart des victimes auraient été abattues d'une balle dans la tête. Les forces de sécurité ont ouvert la fosse commune et commencé à transférer les corps pour leur identification. Un Français qui préparait 15 attentats en France avant et pendant l'Euro 2016 a été arrêté le 21 mai en Ukraine. Annonce faite aujourd'hui à Kiev par le chef des services de sécurité ukrainien, Vassil Gritsak. Le Français mis en cause a été arrêté en Ukraine en possession d'armes et de 125 kg de TNT. Et une enquête a été ouverte en France pour déterminer ses intentions. Voilà, il est 20h30, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h. Bonsoir.